Good morning, everyone. Good afternoon. Good Bonjour early à morning. tous. En fonction de là où vous êtes, bon après-midi. Je suis heureux de vous inviter, vous donner le bienvenu à la séance numéro 3, organisée par l'Université de McGill avec la Société royale du Canada, qui s'appelle Les leçons à partir de la COVID-19. C'est la séance 3 et nous avons eu une séance incroyable déjà ce matin et nous avons hâte d'entendre de la part de nos intervenants aujourd'hui. Je m'appelle Bruce Mazer, je suis un membre de l'Université McGill et de groupe d'études de la pandémie COVID-19 au Canada. Nous avons appris beaucoup de travail de ce que nous avons fait au Canada, mais ce qui a été fait aussi à travers du Royaume-Uni. Je crois que c'est adéquat tant que le parleur est Dr. Sharon Peacock, qui est un microbiologue clinique avec une expertise énorme dans la génomique des pathogènes et la résistance dans beaucoup de maladies tropicales. Dr. Peacock est la directrice fondatrice. Elle est aussi une experte dans la génomique des pathogènes avec plus de 500 papiers et l'Académie de microbiologie américaine. Elle va parler sur la dérivation des actions des informations à partir des génomes de COVID-19. Merci. Je devais quitter le silencieux. Excusez-moi, je dois m'organiser. Donc, j'espère que tout le monde peut m'entendre maintenant et que peut voir aussi mes diapos. Je suis totalement ravi d'être ici aujourd'hui pour vous présenter le travail que nous faisons au Royaume-Uni sur donner des informations sur l'information génomique pendant la pandémie. Il y a 3 zones. Premier, c'est comme le passé nous avait préparé pour la demande actuelle. Beaucoup me demandent comment est-ce que le Royaume-Uni s'est pu organiser aussi vite. Mais je crois que dans le passé, on voit comme nous étions préparés pour la demande actuelle. Après, je vais parler sur comment le Royaume-Uni a généré les génomes de SARS-CoV-19 au niveau de l'échelle. Et puis, je vais commencer sur des cas d'études qui regardent les choses que nous avons réussies à partir des informations que nous avons générées. En commençant par l'histoire, si on pense dans ce qui sont les moteurs de la science, il y avait beaucoup de facteurs qui nous ont permis de partir de façon très vite et rapide. C'est un engagement de la part de génomique pathogénique de la part de Royaume-Uni depuis dans le passé, en regardant le séquençage. Nous avions déjà exploré la potentiel de génomique des pathogènes dans l'académie, les agences de santé publique, et nous avons beaucoup d'importance à la vulgarisation de ces informations de génomique. Et nous avons aussi, pendant les autres éclosions, par exemple, de MERS, le VIH, ça nous a aidé comme la politique et infrastructure. Donc, la colonne à gauche sont des politiques dans les Royaumes-Unis qui ont donné beaucoup d'aide à réagir répondre assez vite. En 2013, notre Premier ministre a lancé le projet de 100 000 génomes, 100,000 Genome Project. À ce moment-là, nous recommandions de regarder le séquençage pour le TB, la tuberculose, le VIH et l'hépatite C. Nous avions aussi, avec régularité, la surveillance des pathogènes d'origine alimentaire. Ce sont des pathogènes qui ont influencé nos recherches. Et en 2016, notre officier médical a décrit les bénéfices de le séquençage des bactéries et des virus. À droite, j'ai indiqué que nous avons eu des investissements considérables au Royaume-Uni dans le travail de Wellcome Sanger Institute. De diverses universités étaient complètement équipées à la fin pour faire des séquençages. Et c'est notre Cloud Infrastructure for Microbial Bioinformatics.
Et nous avons aussi une séance de Arctic, un réseau. Toutes ces choses ensemble nous ont aidés à commencer assez tôt. L'autre chose, je crois que l'ingrédient qui a pour aider le plus, c'est les personnes. Il y a 600 personnes dans notre consortium, la plupart entre eux des volontariats qui ont fait avancer la science parce qu'ils étaient engagés à donner une contribution à la réponse à la pandémie. Donc, un énorme remerciement à toutes ces personnes-là. J'avance maintenant à parler comment le COG UK a commencé. Nous n'avions pas de structure à cette échelle-là dans le pays. Et notre gouvernement, Patrick Vallance, le conseiller, et notre officier exécutif, très tôt en 2020, ont parlé du besoin du génomique des pathogènes. Ça a mené au début de mars. Vous voyez la ligne de temps. Depuis mars, à gauche, vers avril, à droite et en haut, les blocs en rouge sont le nombre de cas diagnostiqués dans le pays. Ça, c'est une sous-estimation parce que, dû aux limitations de dépistage, et en dessous, vous verrez la partie verte avec le nombre de génomes que nous avions séquencés. On a commencé à discuter parmi des académiques d'établir un réseau. Et nous avons eu la chance, qui était fournie par le Wellcome Trust à London, où j'ai convenu à peu près 20 scientifiques pour discuter de comment développer le séquençage tout autour du pays. C'était assez rare. On ne parlait pas des résultats, on parlait plutôt quel était notre séquençage par rapport au hub and spoke, qui allait faire quoi, c'était la logistique opérationnelle. Donc, au 15, nous avions une proposition déjà écrite. Écrire une proposition en 4 jours pour quelque chose qui était à peu près 14,5 millions de livres est assez rare, mais nous vivons des temps assez inédits aussi, et ils ont donné leur accord de donner le financement à la fin du mois. Sans perdre du temps, avant d'avoir le financement, nous avons commencé déjà le séquençage. Nous avons développé des équipes de mettre l'accent sur des zones clés, faire le lien avec les génomes, avec le metadata, l'analyse et l'écriture de rapports. Donc, fin mars, nous avions déjà écrit notre premier rapport à SAGE, ce qui est notre notre comité de conseil par Sir Patrick Bennett. Nous avons aussi Klein Clovid, qui est notre analyse de nuages du COVID. Et à la fin du mois, COG, enfin, était formellement en affaires. Donc, notre vision et objectif principal, je crois qu'on ne pensait pas qu'on allait séquencer plus de millions de génomes. C'était inédit à cette époque-là. Mais avec une collaboration de recherche, d'établir des preuves scientifiques pour le séquençage de SARS pourrait fournir, d'avoir donné, à tirer des bénéfices aux santé publique. Et ça, c'était depuis le départ. Voilà ce qu'on a établi. À gauche, vous voyez le plan, là où se trouvent nos localisations avec le séquençage. Nous avons 16 sites régionaux qui font le séquençage, avec un centre au Institut, avec une infrastructure de nuages, avec un réseau, avec 4 agences de santé publique, a été mené à l'Université de Cambridge, comme vous voyez en bas, notre financement. Donc, une caractéristique peu commune, c'est que ça n'avait pas été fait avant avec les 4 points, avec le données de génome. Mais les 4 pays, les agences de santé publique des 4 qui ont été signées, hein, une chose étonnante, c'est la facilité qu'on a eue d'avoir un accord du consortium avec 21 institutions. Ça, c'était pour tout ce qu'on faisait ensemble avec les données, un accord de partage de données et un politique
qui a aidé notre façon de travailler et le financement aussi. Je vais parler avec le phase de consortium. Ce n'était pas exactement comme ça. Je crois que ça nous aide, ça m'aide à moi de repasser ce qu'on faisait au début de lancement jusqu'à date. Donc, je commence avec le lancement du consortium. J'en ai parlé un peu, mais je considère le lancement lors de la première vague au Royaume-Uni de la pandémie, qui a été de mars à mai de 2020. Nous avons séquencé 10 millions de génomes. J'ai décrit avant comme l'acte de prendre une assiette, non, de lancer un avion lorsqu'on est en train toujours de l'attacher des ailes. Mais c'était un moment là où on a appris beaucoup. On a beaucoup appris et pendant cette période, nous avons utilisé notre temps afin de se concentrer sur les échantillons, les opérations logistiques. Et ce n'était pas facile parce qu'on devait connecter 100 laboratoires de NHS avec nos laboratoires. C'est quelque chose qui s'appelle Lighthouse Labs et l'Institut. Des exemples sur ce niveau de l'échelle, ce n'était pas négligeable. Et ça changeait en permanence. Nous avons mis l'accent sur le développement de méthodes, comment faire le lien des données cliniques avec nos données de génomique et de mettre dans l'infrastructure ainsi que le développement des outils d'analyse qui fait partie de notre résultat clé. Regardez, tout cela donne des apports durables pendant notre temps. En parlant des méthodes, ça donne des méthodes en cours de séquençage avec Pango Lineage, Nomenclature, et des outils de bioinformatique divers que vous voyez. Certains d'entre vous peut-être connaissez. On travaille beaucoup en Edinburgh et Glasgow. Par rapport à la livraison, entrant dans la deuxième vague de la pandémie, c'était entre juin à novembre 2020. À ce moment-là, on est arrivé à 50 000 millions de génomes. Ça faisait 50% du total global à ce moment-là. Maintenant, quand je pense à penser sur l'information actionnable, ça veut dire les outils et données des génomes ont été utilisés dans 120 investigations des éclosions rétrospectives et en direct dans le Royaume-Uni. Et donc, nous avons analysé les importations dans le Royaume-Uni quand on a trouvé plus de 1000 importations indépendantes. Et ces résultats ont été instrumentaux dans des choses. Ce qui se passait, c'est qu'un tiers partie de nos importations venait de la France, un tiers partie de l'Italie et de la France. Nous avons regardé le B1177 qui a propagé à partir de l'Espagne et aussi les investigations d'éclosion dans les hôpitaux et les centres de soins. Mais une chose clé qu'on a fait, c'est de mettre l'accent sur les mutations. Par exemple, on a regardé le D614G qui a commencé au début de la pandémie, associé avec une augmentation de transmissibilité. Nous avons aussi décrit le N439K à gauche en haut, publié, qui a regardé cette mutation. On a regardé aussi qui causait une maladie plus importante. Publié en Cell et regardé la probabilité que quelque chose de passer avec la maladie sévère. On a regardé le D614G, le D versus le G pour les personnes qui avaient besoin d'une ventilation et qui ont mortes ou il n'y avait aucune différence.
De plus, de démontrer les résultats là, on a commencé à penser sur la méthodologie et les méthodes statistiques dont on avait besoin afin d'arriver à ces résultats et de ces conclusions dans l'avenir. Alpha, c'est quand tout a changé. Ça a changé pour le monde, mais aussi en premier. En premier. B117, cette lignage désigné alpha, on a détecté d'abord dans le sud de l'Angleterre, et c'est là probablement où ça a émergé. En regardant vers le passé, ça a été le 25 septembre que ça a été identifié, et nous avons noté un taux de croissance élevé dans le Royaume-Uni tout au long de décembre. L'analyse initiale indique qu'alpha avait acquis 17 mutations de façon rapide, mais la substitution était le N501Y dans le motif de spicule qui fait un binding avec HASCE2, identifié par Tullio de Oliveira dans l'Afrique du Sud. Nous avons pu, à travers le séquençage et la comparaison avec les autres caractéristiques épidémiologiques, démontrer que c'était plus transmissible, mais ça n'avait pas un effet sur l'efficacité des vaccins. Une fois qu'ils étaient admis, ils ne mouraient pas rapidement. S-gene target failure dans les tests diagnostiques, c'est utile pour un outil de traçage épidémiologique. On a mis le 9 décembre un rapport. Alpha est ensuite passé dans tout le monde, en grande partie parce que c'était autour de 50% plus transmissible qu'avant. Si on réfléchit maintenant sur les actions, les informations actionnables, j'ai mis des rapports ici de cette phase-là. Donc, l'impact de ce variant et sur la vaccination et la neutralisation. C'est là où le séquençage commence à devenir plus fort. Il y a des changements parce que ça a commencé au lendemain de Noël. J'ai écrit un courriel aux collègues le 8 décembre. Je suis content qu'on ait tellement travaillé, rentrer en famille et passer un bon Noël. Et aux 2 jours, je l'avais écrit en disant « Désolé, mais on va devoir rentrer au laboratoire et commencer sur le séquençage parce que nous avons vraiment besoin plus de traçage. » C'est pour ça qu'on appelle le variant de Grinch parce que c'est le variant qui nous a volé le Noël. À ce moment, c'était assez stressant avec une augmentation dans le média et une demande augmentée. On a passé de 100 000 à 200 000 génomes. Et le PHE a établi un Variant Technical Group qui a tracé ces variants. À ce moment-là, on avait besoin de mettre à l'échelle rapide afin de laisser l'argent entrer dans nos séquençages. À la livraison 2, de février à juin 2021, quand on est arrivé à 500 000 infections et un accent sur le TAT. Il y a des graphiques qui montrent cela. À travers des efforts et les efforts des autres, nous avons développé un séquençage plus rapide et moins cher. À gauche, en haut, on voit le turnaround time du temps de collecte d'échantillons jusqu'à la soumission des données de séquençage et des métadonnées sur notre nuage. Vous voyez, dans le temps, ça descend. Peut-être plus facile à observer, c'est la figure sur le graphique à droite, en haut, qui montre le moyen nombre de jours depuis la réception d'échantillons jusqu'à la séquençage, jusqu'à sa soumission au CLIME,
c'est à peu près 3 jours. En bas à gauche, le coût de séquençage était coupé en deux et le nombre de génomes augmentait. Donc, c'était une période assez chargée d'améliorer notre rendement. C'est là avec Delta où tout a changé encore une fois. Delta, c'est une variante préoccupante qui a été détectée en Inde et ça a propagé vite dans d'autres pays dans les mois. Et maintenant, c'est dominant presque partout. Et on voit dans les Royaumes-Unis, là où Alpha, qui est remplacé par Delta. Encore une fois, il y a des mutations dans les N-telomere domain, N-terminal domain receptor, building domain, et c'est à peu près 50% plus transmissible qu'alpha. Ça démontre une évasion au système immunitaire partielle, ce qui est en relation de la protection à partir du premier vaccin. Je dois dire que c'est une figure assez grave parce que ça veut dire un grand nombre de cas qui ont eu lieu. Encore une fois, nous avons converti cela dans une intonation. Et en regardant le changement de composition, les révisions sérieuses. Enfin, une période de transition. Nous passons la torche aux d'autres agences de santé publique. Depuis le 1er avril, et maintenant, tous les sites COG-UK sont donnés un service soutenu par le PHA. Et le séquençage, maintenant, est une agence publique en grande partie. Et dans l'avenir, notre stratégie actuelle est en train de changer. Ça va être un linkage avec des données, avec les génomes, un grand nombre de génomes humains et de metadata. Ce qu'on veut faire, va faire un linkage entre les données de cet ensemble de données. Aussi, nous tournons vers la formation de la maladie. Donc, nous avons un programme de formation qui s'appelle TRAIN, mais en regardant comment faire la préparation aux pandémies pour la prochaine pandémie. La diapo dernière est un remerciement. Ce sont toutes les personnes qui ont contribué. Je veux reconnaître aussi le séquençage, l'expertise de séquençage au Canada. C'est une publication excellente qui regarde le séquençage au Canada. Je dirais que vous avez été excellent dans ce que vous avez fourni. J'ai lu cela et j'ai pensé que c'est similaire à nos expériences. Merci de m'avoir écouté. Et si le temps, je serais ravi de prendre vos questions. Merci. Merci pour cette présentation inspirante. On a beaucoup appris, je crois, tous. Je regarde le chat. En attendant qu'on pose des questions, et sentez-vous libre de mettre vos questions. L'une des choses assez frappantes, c'était cette turnaround assez rapide de partir d'un concept et rendez-vous avec Wellcome Trust au fait que le Royaume-Uni donne son soutien à cela. Pour le Canada, qui a un service de santé, on a 4 pays qui travaillent, nous avons 13 pays et territoires, provinces et territoires. Pour toute autre juridiction, quels étaient les points clés qui étaient en place avant, qui vous ont permis de faire avancer les choses aussi vite? C'est notre expertise, je crois. Nous avons plusieurs laboratoires académiques qui font le séquençage, qui ont les machines et appareils en place. Ça, c'était vraiment utile. Et je crois que j'ai mentionné que cette exposition énorme au séquençage voulait donner son soutien. On a dit qu'on n'a pas de financement. On n'avait pas obtenu le financement du gouvernement, on n'aurait pas pu. Donc, le gouvernement, je crois, c'était très, très important.
Il faut dire qu'au début des premiers mois, ce n'était pas parfait. Je crois que c'est un gros moteur. C'était les peuples, les personnes. Tout le monde était déterminé de faire cela marcher. Si vous pensez en écrire une grande proposition dans 4 jours, nous le faisons tous quand nécessaire, mais ça, c'était assez extraordinaire. Hein? Donc, je dirais que les personnes sont vraiment en haut de la liste. C'est avec l'enthousiasme et la volition de travailler ensemble. Et ça a mis de côté toute différence, je crois. Toutes les données et toutes les méthodes étaient données librement. C'est pas habituel, ça. Hein? La philosophie était, il faut donner tout. Donc, je crois que je mettrais les personnes au cœur de cette réponse. Bien évidemment, on avait besoin de l'argent pour réussir. Et puis, on a fait un marché aussi vite que possible. Incroyable. Du public, des questions, avec des centaines de mille de cas au jour dans les pays européens, ce qui se passe en Autriche et dans l'Allemagne. Est-ce que vous prévoir une nouvelle variante qui va se poser? Vous savez quelque chose sur la stratégie de séquençage? Vous pouvez intervenir sur ces nouveaux variants. Ça, c'est une question clé, n'est-ce pas? Nous avons l'opportunité dans le Royaume-Uni de regarder ce qui fait le variant Delta de très près. Il y a des possibilités. Avec un grand nombre de cas et avec un vaccin, la pression de vaccination, soit un nouveau variant s'émerge, ce qu'on n'avait jamais vu. Donc, ça dépend beaucoup, mais avec le variant de Delta lui-même va évoluer avec le temps. On commence à voir cela dans le Royaume-Uni avec un variant qui s'appelle 4.4,2 et que nous voyons qui est un peu plus transmissible. Comment Delta va changer ou si autre chose va. Donc, on va continuer à voir, je crois, des variants en train d'évaluer. Mais quand ça va se produire et où ça va se produire, malheureusement, il faut regarder un peu dans la boule de cristal pour voir là où va se produire parce je crois qu'il n'y a personne qui puisse le faire. C'est pour cette raison qu'il faut rentrer sur le principe de vaccination. Il faut vacciner le monde entier, mais aussi sur le séquençage dans tout le monde pour voir ce qui est émergent, en particulier où là où la transmission est élevée. En COG UK, nous sommes engagés à fournir une formation pour que les personnes puissent faire le séquençage elles-mêmes. Il y a personnes qui sortent sur le terrain. Il y a beaucoup d'autres personnes qui travaillent afin de distribuer le séquençage. Il faut regarder de près ce variant-là. Il y a des choses qui sont relativement tranquilles. Le variant Delta est dominant, mais on ne peut pas le quitter de nos regards parce que ça va changer, je ne sais pas quand. Une dernière question. Tous les commentaires, c'est que votre présentation est incroyable. Les points, les avantages et les inconvénients sur le séquençage des centres de génome. Quand on a commencé, qui peut faire ça? Pourquoi il y a plusieurs difficultés avec la durabilité? Les scientifiques ne veulent pas fournir un service généralement à tout jamais. C'est vraiment ça relève des laboratoires de santé publique de faire le séquençage de routine et de faire le suivi des données. Alors, ce qu'on a fait au Royaume-Uni, c'est de donner un peu de temps à respirer aux instances de santé publique afin qu'ils puissent augmenter leur capacité. Alors, ça dépend de ce qu'il y a dans votre pays, ce qui est disponible. Alors, on doit commencer à faire le séquençage. Peu importe là où ça se fait, mais la qualité doit être bonne.
ma décision au Royaume-Uni en ce moment, ce sera les laboratoires de santé publique ainsi qu'avec l'Institut de la Royal Conservatoire. On produit environ 40 000 génomes par semaine. COG-UK, c'est pour s'il y a des capacités de pointe. On demande de faire du séquençage, oui, mais nous avons la capacité qu'on peut monter ou descendre si on en a besoin. C'est toute la solution. Mais je dois vous dire que la solution parfaite, ça va varier d'un pays à l'autre. Merci bien. Alors maintenant, on va passer à la prochaine présentation. Alors, je pense que la façon que Time va fonctionner, c'est des genres de questions pour la docteur Peacock. Je pense qu'elle reste pour les prochaines présentations. Alors, on peut peut-être faire des questions de suivi à la fin de la présentation du docteur Mousser. Alors, merci bien pour cette présentation incroyable et de vraiment établir la référence en or sur comment établir des partenariats entre des laboratoires de recherche universitaire et de la santé publique. La prochaine présentation, c'est du Dr. Galia Rahav, chef de service des maladies infectieuses au Sheba Medical Center en Israël. Dr. Rahav est professeur de médecine interne et des maladies infectieuses dans la faculté de médecine à l'Université de Tel Aviv. Elle s'intéresse surtout aux infections fongales, à la pathogenèse, les microbactéries, les maladies qu'on attrape dans les hôpitaux et leader en Israël au niveau de la COVID-19. Je parle du sujet de sa discussion, en fait. Elle va nous rejoindre pour une présentation enregistrée. Près de 22 mois avec la COVID-19, il y a encore davantage de questions que de réponses. Je suis un médecin dans les maladies infectieuses et je soigne les patients dans le centre médical Sheba. C'est le plus grand hôpital en Israël. Et je me suis trouvé pendant la pandémie, pas seulement la personne qui doit décider sur les traitements ou des mesures de contrôle des infections, de recherche clinique et de recherche fondamentale, comme un leader d'opinion publique aussi, qui participe pendant 20 heures par semaine dans des comités nationaux. Et avec 2 années tellement intensives, je dois faire passer un programme de réadaptation de la COVID. Il me faut ça maintenant. C'est ce dont j'ai besoin. Alors, en septembre 2019, 3 mois avant les premiers cas de COVID-19, Dr. Tedros, le directeur de la OMS, a encouragé le monde qu'il soit prêt à une épidémie dévastatrice qui pourra commencer dans n'importe quel pays en tout moment et tuer des millions de personnes parce que nous ne sommes pas prêts, parce que nous sommes toujours vulnérables. Alors, le dernier jour de 2019, Wuhan, la commission municipale de Wuhan a signalé à l'OMS une grappe de cas de grippe. Et le 4 janvier 2020, l'OMS a signalé dans les réseaux sociaux. On a bien mis la phase qu'il n'y avait pas de décès. Plusieurs jours plus tard, la Chine a détecté SARS-CoV-2 et a partagé son séquence génétique avec le monde. Ça a pris tout un mois pour l'OMS de déclarer que nous sommes au milieu d'une urgence de santé publique, un moment de préoccupation. On demande au monde d'être prêt. Nous avons une occasion d'agir pour investir dans la prévention et le contrôle et d'empêcher que ce virus se répande, se propage. C'est le moment d'agir si le monde ne veut pas se réveiller et considérer cet ennemi virus comme l'ennemi public numéro 1. Par contre, plusieurs leaders mondiaux ont minimisé le virus. Par exemple, le Premier ministre de l'Italie dit « Ah, tout est totalement sous contrôle. Rouhani
Ah, c'est une conspiration de nos ennemis pour fermer le pays. Boris Johnson, on doit continuer comme si de rien n'était. Et du Brésil, oh, un tas de ça, c'est de la fantaisie quand on parle de ce coronavirus. Par contre, il n'a rien appris et plus de personnes sont mortes de la COVID-19 aux États-Unis que de toute autre guerre, en fait. L'économie a été fermée et le coût à l'humanité était incroyable. Dans aucun pays, tous les pays ont été touchés par ce désastre. Alors, avec l'épidémie, il n'y avait pas suffisamment de couvre-visage. Malgré H1N1, SRAS, MERS, les marchés d'animaux vivants demeurent populaires au Canada, donnant les virus issus des maladies de bouger et de sauter vers les humains et de muter aussi. Si la Chine avait mis en application ces mesures pour contenir quelques semaines plus tôt, le nombre de cas aurait pu être coupé de façon drastique. Quand une pandémie arrive, on regarde vers l'arrière et on voudrait bien avoir investi davantage. Mais notre souvenir, on oublie rapidement et d'autres priorités demandent nos ressources. On a premièrement vu le coronavirus en Israël début février 2020 avec la croisière Diamond Princess qui était prise au large du Japon. Un patient de 80 ans de Hong Kong était le cas indice et suivant la découverte de 10 patients infectés, les voyageurs étaient en quarantaine dans leur cabine. Il y avait 15 Israéliens qui étaient parmi les passagers. Jusqu'à cet événement-là, nous étions certains que comme SRAS, le COVID-19 restera en Asie et ne se rendra pas jusqu'en Israël. Et là, il a fait face à un dilemme éthique d'évacuer ou de permettre le virus de rentrer en Israël. Mon hôpital, Centre médical Shiba, s'est porté bénévole pour accepter les passagers en quarantaine. Nous avons choisi une zone de quarantaine. Ça, c'est la zone de quarantaine à 2 km de l'installation principale. Ce n'est pas rattaché à l'hôpital, à son eau, à son système de ventilation, ses égouts. On a utilisé surtout la télémédecine et des précautions renforcées. Voilà, ça c'est moi. Nous n'avions aucune idée qu'est-ce qui allait avoir lieu. Est-ce que ça sera comme Wuhan? Heureusement, seulement 3 passagers étaient infectés et étaient sans symptômes, asymptomatiques. Ils sont restés dans la zone d'isolement pendant 50 jours à cause des tests de PCR positifs. Au début de la pandémie, on n'avait aucune idée que les gens étaient vraiment infectés pendant 10 jours et que les PCR positifs peuvent persister pour des mois, même des semaines. Alors, on a isolé, ce n'était pas nécessaire en fait, tout le monde jusqu'à ce qu'il y avait 2 tests négatifs PCR. La première vague en Israël était faible, un pic de 1 000 nouveaux cas par jour maximal. La plupart des patients étaient des Israéliens qui étaient revenus des voyages en Italie, en Espagne. Plusieurs avaient été infectés dans la synagogue et pendant la fête de la Purim. C'était un congé de Purim où les gens mangent, un congé juif où les gens mangent souvent ensemble. Pendant la première vague, c'était toute une expérience de faire des décisions cliniques où il n'y avait pas du tout de preuves. Tout le monde voulait que je dise quoi faire, comment traiter, comment isoler. Et personne ne savait vraiment quoi faire. Et la plupart des données venaient des sources inattendues. WhatsApp, par exemple, de Twitter. Et les archives médicales, c'est un site Internet distribué des imprimés électroniques qui n'ont pas encore fait l'objet d'une évaluation par les pairs. Et c'est comme ça qu'on a appris pendant la pandémie. On a appris que le portrait clinique de la COVID-19 semble drôlement à la grippe. Par contre,
On perd le goût et l'odorat qu'on ne voit pas dans d'autres virus respiratoires. J'ai jamais connu une maladie comme la corona, qui au début de la maladie, ce qu'on voit, c'est la réplication virale qui cause quelque chose qui ressemble à la grippe, de fièvre, un malaise, la toux, et ainsi de suite. Et après environ 14 jours, le virus s'active le système coagulation et l'inflammation du système immunitaire. C'est la première maladie qui a une telle pathogénèse. Je n'ai jamais traité une maladie avec des drogues. C'était comme hydroxychloroquine. J'ai refusé de participer dans les essais cliniques de solidarité parce que je n'avais pas vu de logique d'administrer de l'opinavir. C'est un inhibiteur de protéase qu'on emploie pour traiter des patients avec le VIH. Le profil de SARS-CoV-2, c'est différent de celui-là, alors je ne voulais pas le donner. La première instance de confinement en Israël était surtout influencée par la première vague en Italie. On a vu une augmentation rapide des personnes infectées et des décès. L'Italie a appris, c'est une leçon dure à apprendre, que c'est bien plus dur pour les hôpitaux de sauver des vies si trop de personnes sont infectées à la fois. Plusieurs quelques mots sur le système de soins de santé national d'Israël. Ça c'est la population de l'Israël. C'est seulement 9,3 millions de personnes. Le nombre de lits d'hôpitaux de soins aigus est vraiment très petit. L'occupation au niveau des lits de médecine interne est de 100%, même plus. Et pendant la saison maximale de la grippe, les patients excédentaires doivent recevoir une ventilation mécanique, pas dans les soins intensifs, mais dans les sections pour la médecine interne. Notre système de soins manque constamment de ressources. C'est important dû aux lacunes au niveau de la capacité dans les soins d'urgence. Alors, l'Israël devait être focalisé sur une stratégie de confinement précoce et agressif. On a des restrictions de voyage précoces des pays où il y avait des infections à la COVID, suivi des contacts, surveillance obligatoire, des dépistages, la distanciation sociale, les restrictions au rassemblement, les fermetures des universités et des écoles et le 17 mars, un confinement total. Le taux d'infection parmi les membres orthodoxes de la population était très élevé. Alors, cela a mené à la fermeture totale de certains voisinages, certaines villes même. Alors, avec toutes ces mesures de protection, nous avons réussi d'aplanir la courbe et de ne pas enfreindre à la capacité du système de soins de santé. Ce n'est pas comme en Italie, c'était bien plus élevé. Et en Italie, ça dépassait les capacités des hôpitaux. Alors, nous avons réussi à planir la courbe et de remettre à plusieurs semaines de pic de la transmission. Ça donnait autant de système de soins, le temps de mettre en application des mesures de prévention, la formation du personnel, préparation des salles d'urgence, création d'unités de COVID isolées. Vous savez, en avril, dans mon appel, le centre médical Shiba, on a bâti 327 lits d'isolement COVID avec les capacités de ventilation mécanique complètement séparées de nos 71 lits des soins intensifs généraux dans l'hôpital. Les taux d'infection quotidienne ont commencé à chuter à 20 à 40 nouveaux cas par jour.
Maintenant, motivé par ces données encourageantes et la pression économique, le gouvernement israélien malheureusement rapidement levé la plupart de ces règlements d'urgence. Alors, au début juin, il y avait une augmentation au niveau du nombre de personnes infectées. Ça commence à augmenter et de la fin de juin, c'était au-delà de 1000 cas par jour. À la fin de juillet, il y avait plus de 2000 nouveaux cas par jour. Et le 10 septembre, comme vous pouvez voir ici, Israël est devenu le pays avec le plus haut taux d'infection COVID par personne. La deuxième vague, les communautés qui ont surtout touché, c'était les Arabes et les Juifs ultra-orthodoxes. Un plan a été mis en application où chaque ville avait été donné une couleur qui indiquait le niveau actuel de COVID et les restrictions ont été appliquées selon cela. Le deuxième confinement, comme vous pouvez voir ici, a commencé, c'était 4 semaines. Finalement, à la fin, il y avait plusieurs étapes pour fournir des aides financières. Pendant la deuxième vague et le confinement, plusieurs manifestations ont lieu en réaction à la réaction du gouvernement au Parlement. Le Parlement du gouvernement israélien a limité les manifestations que l'opposition disait c'était pour en fait entraver les manifestations contre à l'endroit du Premier ministre Netanyahu pour de la corruption présumée. Alors, les chiffres n'étaient pas zéro. Tout était réouvert, les aéroports, les écoles, les restaurants, la synagogue. Tout le monde a oublié la distanciation sociale et même les couvre-visages. Et une nouvelle variante s'est présentée, c'est la variante alpha, 50% plus transmissible, également plus virulente. Et comme vous pouvez voir, en novembre, les chiffres ont commencé à grimper. Encore une fois, immédiatement après l'utilisation d'urgence du vaccin Pfizer-BioNTech, le ministère de la Santé de l'Israël a lancé une campagne de vaccination nationale pour administrer 2 doses du vaccin à 6,5 millions de personnes de 6 ans et plus. C'était 61% de la population israélienne. La campagne de vaccination a été lancée de concert avec une augmentation du nombre de cas, comme vous pouvez le voir. Le pic était à plus de 10 000 cas par jour pendant la troisième vague. Le 27 décembre, le troisième confinement national a commencé et a continué avec des restrictions variables pendant près de 2 mois. Les réouvertures par phase ont été lancées en février 2021. Dans les 4 mois depuis le début de la campagne de vaccination, 72,1% des personnes qui avaient dans les 4 mois, 72% de la population admissible était vaccinée. 55% de la population arabe était vaccinée. 43% de la population orthodoxe et 80% de la population juive générale. 90% des personnes âgées de 65 ans et plus étaient entièrement vaccinées. Alors, les données de surveillance pour l'Israël qui n'était pas terminé avec la variante Vexa, c'est encore la variante Alpha, a indiqué l'efficacité du vaccin et le vaccin indiquait une 85,3%, une efficacité de 95,3% contre l'infection à la SARS-CoV-2, une efficacité de 91,5% contre l'infection asymptomatique et environ une efficacité de 97% vers l'infection symptomatique.
l'hospitalisation en raison de la COVID-19 et les décès relatifs à la COVID-19. Tous les groupes d'âge étaient protégés, comme on le voit ici. Que pouvons-nous apprendre de le déploiement rapide de l'Israël de la vaccination à la COVID-19? Tout d'abord, le système de soins de santé en Israël est universel. Le gouvernement finance la participation dans un des 4 programmes de surveillance médicale. On appelle ça des HMO. L'Israël a des technologies informatiques avancées qui permettent l'affectation et la documentation des vaccins pour les personnes admissibles. On avait un plan de vaccination en masse. On commence avec ceux qui avaient au-delà de 60 ans, ceux avec des conditions médicales préexistantes qui étaient couverts par les 4 HMO, qui avaient des renseignements sur les renseignements médicaux de chaque personne. Les résidents des foyers de soins pour personnes âgées qui étaient couverts par les organismes des services urgences nationaux et les travailleurs en soins de santé qui étaient vaccinés par les organisations qui les employaient. L'Israël a une faible taille et une faible population. Alors, c'est une très petite partie, faible partie de la production du monde, de vaccins du monde. La population était plutôt jeune. C'était facile de livrer une politique qui priorise à d'autres personnes. La densité de la population est plutôt élevée, ce qui a empêché le besoin d'avoir des dispositions logistiques compliquées. Israël a vraiment beaucoup d'expérience dans les réactions rapides d'urgence et de grande échelle aux urgences. Et les commentateurs disent que le Premier ministre Benjamin Netanyahu a ses propres raisons politiques afin de vouloir démontrer des réussites. Mais par contre, ça n'a pas aidé. Le déploiement de vaccins a quasiment éliminé le COVID-19. En juin, 62% de la population était déjà vaccinée. Et il y avait moins de 20 nouveaux cas par jour. Et environ la moitié de ceux-là étaient diagnostiqués. C'était des personnes qui revenaient d'outre-mer. Au début de juillet, les nouveaux cas ont commencé à se présenter avec davantage de décès, un taux de mortalité élevé. Et plus tard, on a connu le plus haut élevé d'infection, malgré le fait qu'il y avait vaccination une deuxième dose. Alors, qu'est-ce qui s'est produit ici en avril et juillet? Une théorie pour la 4e vague, c'était que le fait que la Delta variante qui se répand, qui domine maintenant dans plus de 160 pays, c'est 50% plus transmissible que la variante alpha. Et les charges virales sont jusqu'à 1000 fois plus élevées que la variante alpha. Alors, la variante delta est peut-être plus virulente que la variante alpha, ce qui peut donner lieu à une augmentation et un risque accru d'hospitalisation. C'est vrai qu'en Israël, ça montrait que le vaccin est très efficace contre l'alpha, mais peut-être que ce n'est pas efficace contre la variante delta. Alors, des études récentes des États-Unis démontrent qu'après que le delta est devenu la variante la plus dominante, des personnes pleinement vaccinées avaient des risques réduits d'infection de 5 fois, des risques d'hospitalisation de plus de 10 fois et risque de décès également 10 fois moins susceptible de mourir. La vaccination offre une forte protection contre la COVID-19, également contre la variante Delta. Ce n'est pas une question de la variante Delta, cette 4e vague en Israël. Une autre possibilité pour la montée, c'est on oublie toutes les mesures de contrôle d'infection. Vous voyez ces photos de l'Israël pendant la 4e vague ou un peu avant. Des foules de milliers de personnes ensemble, sans masque,
les aéroports ouverts comme si nous étions revenus à la normale. Par contre, la trouvaille la plus importante dans cette infection de percée, en fait, en Israël, c'était le fait que l'immunité était en déchéance. Les patients de 60 ans et plus, le taux d'infection à la COVID a été significativement plus élevé de ceux qui étaient vaccinés en janvier comparé au taux d'infection parmi ceux qui étaient vaccinés en avril ou en mai. Et vous pouvez voir cela dans tous les groupes d'âge, pas uniquement des personnes âgées, des personnes qui sont 60 ans et plus. Alors, les résultats de cette étude-là, ça indique vraiment un effet fort au niveau d'atténuation d'immunité dans tous les groupes d'âge après 6 mois. Et cette atténuation à l'immunité, on le voit dans d'autres pays. Comme résultat est fondé sur des preuves d'immunité qui est atténuée et au niveau de le fait qu'il y a beaucoup d'hospitalisations étant donné la montée rapide de cas sévères. Israël a décidé de lancer une troisième campagne de vaccination le 30 juillet en commençant avec les personnes aînées. Après la dose de rappel, le taux d'infection confirmée a été réduit par un facteur de 11,3 et le taux de maladie grave était rabaissé par un facteur de presque 20. Cette diapo montre les cas de COVID grave en fonction du statut vaccinal de ceux qui ont 60 ans et plus par 100 000 cas. Et on voit que parmi les non-vaccinés, le taux d'infection est de 174 cas par 100 000 cas, bien plus élevé que les 33,7 parmi qui ont reçu 2 doses du vaccin MARN ou de 3,4 parmi ceux qui ont reçu 2 doses et les doses de rappel. Et on appelle cette première vague, c'est la vague des non-vaccinés. À la fin juillet, comme vous pouvez voir ici, les gens âgés de 60 ans et plus qui ont été vaccinés avec les doses de rappel, 2 semaines plus tard, ceux qui avaient 50 ans et plus, et 10 jours plus tard, c'était ceux qui avaient 40 ans et plus. Avec la réduction du taux de reproduction de 1,4 à moins de 1. Alors, jusqu'à ce temps, il y a eu plus de 1,3 million de cas de COVID en Israël et plus de 8 000 personnes sont mortes de la COVID-19. 63,57% étaient pleinement vaccinés déjà. Nous avons seulement 390 nouveaux cas par jour et 0,54% des tests sont positifs en fait. Le taux de reproduction a diminué à 0,88. Alors, vous voyez que nous sommes au-delà de la 4e vague maintenant. Qu'est-ce qui va suivre? Je pense que dans les prochaines semaines, la campagne de vaccination pour les enfants de 5 à 12 sera appliquée en Israël. Combien d'autres vaccins ont eu besoin? On ne sait pas. Je ne le sais pas. Et qu'en est-il de la vaccination dans les pays en voie de développement? On doit y songer. Qu'en est-il des séquelles à long terme des vaccins mRNA? Et des nouveaux vaccins, peut-être par inhalation. Qu'en est-il d'avoir des vaccins obligatoires et des traitements? Qu'en est-il? On a connu des vaccins qui ont connu tellement de succès, mais au contraire, nous avons des traitements fort décevants, surtout pour les patients avec des cas graves de coronavirus.
Je pense que finalement, la conclusion la plus importante, c'est que nous devons renforcer nos systèmes de soins de santé. Et finalement, ces centres, ça résume mon sentiment par la pandémie. Dans l'absence de preuves, équilibrer les erreurs d'omission avec les erreurs de commission, ça pose vraiment défi. Et merci. Thank you very, very much. Merci infiniment. Comme j'ai dit au début, nous ne pouvons pas prendre les questions comme ça a été enregistré avant l'événement. Un mois, un peu après toutes les vagues, je crois que les points à retenir et les leçons apprises sont très importants. J'aimerais présenter notre troisième intervenante. Muser. Il y a des problèmes de connexion, malheureusement, l'interprète parle. L'interprète n'a pas d'audio, malheureusement. Désolé. Ça semblerait qu'il y avait un problème de connexion Internet. Nous sommes de retour. Donc, en 2019, Dr. Musser a été directeur de l'université, l'hôpital Lausanne, la Suisse, et dans la faculté de médecine biologie, et directeur de l'Académie suisse pour les sciences médicales. Avant cela, il était aux États-Unis avec une carrière géniale dans l'académique et dans l'industrie. Il va parler sur le développement de la biobanque québécoise du COVID-19. Vous m'entendez? Vous m'entendez bien? Oui, parfaitement. Merci. Merci, Monsieur le Vice-président. Je suis reconnaissant aux présentateurs, aux organisateurs afin de présenter le biobank. Je garde dans la médecine génomique, je garde le président de la recherche de Canada Excellence. Ça a été programmé le 19 mars avec Henir Kiond, l'officier de la province de Québec, avec Carolise Bébé, avec la santé du Québec et Daniel Colère. L'idée, c'était sur la médecine génomique. Et quand je les ai rencontrés, c'était évident qu'il avait une autre préoccupation en tête, que l'WHO avait déclaré le COVID en tant que pandémie. Et donc, nous avions la première jour, je crois, du confinement. Et lors de ce rendez-vous, on a dit pourquoi on ne constitue pas quelque chose, une infrastructure qui va adresser les chercheurs à mieux comprendre le COVID. À ce moment-là, c'était 8 jours après l'OMS, la pandémie de l'OMS, il n'y avait presque aucun cas d'hospitalisation dans la province. Et donc, ils m'ont donné la carte blanche et je dois reconnaître leur vision et aussi leur confiance en étant le nouveau kid on the block, le nouveau arrivé au quartier. Avec Caroline et une équipe d'experts qui ont une expertise dans le TI, dans la génomique, la biologie, la santé publique, l'éthique, la déontologie, le légal, le juridique. Et 2 jours plus tard, on avait mis en place que tous ces experts sont mis d'accord pour faire jouer ce jeu afin de comprendre qu'est-ce qu'on peut faire afin d'aborder le mandat. C'était très clair. Soutenir la recherche afin d'identifier les déterminants du COVID-19, la susceptibilité, la sévérité et les résultats.
Et ça devrait contribuer à la réponse de santé publique à la pandémie de COVID-19. De façon collective, je crois qu'on a travaillé des jours, 3 jours et 3 nuits, similaire à ce que Sharon avait expliqué avant au Royaume-Uni afin de finir avec une conception, un design de l'étude. On voulait avoir une cohorte avec des mesures en série. Nous avons fait des remue-ménages sur comment, avec les questionnaires standards du COVID et juste collecte de sang. Nous voulions faire ça multicentrique. C'est pour ça que c'est un tour de force avec 9 centres tout au long de la province affiliés avec des universités. Nous voulions avoir un spectre ample depuis les patients asymptomatiques jusqu'à être avec des formes graves de la maladie. Et nous avons là aussi des cas de contrôle de cas avec des positifs au PCR et d'autres qui étaient négatifs au PCR. Nous voulions le faire collaboratif aussi au niveau national et international et nous voulions aussi le rendre open access, accès libre. Et je crois qu'encore une fois, grâce à ces choses incroyables-là, on doit recevoir une médaille parce que dans 10 jours, nous avons pu mettre tous ensemble ces éléments basiques et recruter nos premiers patients à l'hôpital ici. Et ça, c'était Brent Richards, qui était le premier patient. On continue avec le recrutement, avec les vagues que nous avons expérimentées ici au Québec. Il y a un nombre de patients hospitalisés avec le COVID dans la province de Québec en commençant en mars jusqu'au présent. Donc, à date, nous avons recruté 2400 participants et 2 tiers d'entre eux, comme vous voyez à gauche, sont des personnes qui ont été hospitalisées avec le COVID. Ils ont été catégorisés en tant que patients sérieux de COVID et en bas avec les patients qui ont été recrutés pour des cas légers ou presque asymptomatiques du COVID. Comme je dis avant, on tente d'obtenir une perspective à partir de ces participants. Nous avons 2 visites par chaque participant afin d'avoir ensemble de 8 279 visites complétées. Vous voyez, c'est important à noter que lors de la première vague, tout à gauche, en haut, nous avons pu recruter 1000 patients. Vous pouvez imaginer, ça a été difficile. Ils étaient assez gravement malades, grièvement malades. Il fallait prendre des mesures nécessaires afin d'éviter la dissémination du virus. Bien évidemment, par sa taille, je crois que l'unique de cette collection est la profondeur. Et je suis reconnaissant au comité afin de sécuriser des multi-omic analysis, des résultats sur 2000 échantillons qui ont été recrutés à partir de 1000 patients. La plupart d'entre elles ont été réactives pendant la première vague et une quatrième partie ont été collectées à partir des contrôles. Vous voyez le type de données qu'on génère pour ces 2000 échantillons. D'abord, nous avons accès aux archives médicales électroniques pour ces personnes et à la questionnaire standard de COVID. Ensuite, d'aller dans le sens contre-la-montre, ce qui a été complété maintenant pour les 2000 simples échantillons, c'est le Cancogène. Donc, 5000 à peu près protéines. On a un grand privilège de travailler avec Cancogène, qui est aussi financé, des initiatives financées au niveau fédéral, que sont des échantillons. Et jusqu'à date, ils ont analysé et séquencé à 13 ou 14 depth, profondeur,
plus de 800 échantillons qui font partie du mécanisme analyse. Au Québec, nous faisons des analyses multiomiques et ça se montre en bleu. Ça veut dire que les données, l'interprète ne peut pas entendre malheureusement. Nous travaillons au niveau des laboratoires microbiologiques avec Guillaume Péloquin, où on analyse et neutralise des anticorps. Ça a été aussi complété pour 600 échantillons. On travaille avec Andrés Finzis, un seul laboratoire au Centre de recherche de l'Université de Montréal, et il a complété 1000 échantillons déjà. Il travaille sur le deuxième groupe de 1000 échantillons. Il vient d'obtenir les données pour le profiling métabolique ample. Ces 3 dernières analyses. Maintenant, on fait des contrôles de qualité avant d'utiliser ces données. En rouge, vous voyez les 2 pièces additionnelles de données de laboratoire Standardized Core Laboratory, analyse comme ça avec laboratoire central standardisé avec l'université universitaire de cardiologie et pneumologie de Laval et des marqueurs. Nous faisons des marqueurs immuno-inflammatoires aussi. Ensemble, nous avons, je crois, une évaluation assez complète de ces 2000 échantillons et les données ont été déjà faites accessibles en partie aux communautés scientifiques. Deuxième colonne, c'est la date de sortie, le type de données à côté et à droite, le chiffre, le nombre d'échantillons ou de patients qui ont été déjà sortis en termes de données. Par exemple, vous voyez numéro 4, nous avons maintenant libéré les données cliniques extensives pour 5200 patients grâce à cette collaboration avec Kankogen. Sarah va parler plus de ça. Nous avons libéré les données de génomie de la première patient. Aussi, la première partie de RNC de données RSI. Plus à venir dans les semaines à venir. Encore une fois, ces données n'auraient pas de valeur si on ne les utilisait pas afin de mieux comprendre le COVID-19. Et dans la prochaine diapo, je vous donnerai 5 vignettes de comment ces données ont déjà été utilisées afin d'aborder la mission avec laquelle la mission qu'on nous a confiée. La première partie de données montre notre collaboration avec le Host Genome Initiative. On a contribué juste une fraction de cet ensemble de données géniales. Ça montre une analyse de la sévérité. Ça a été publié en Nature en été et la diapo démontre sur le axis de X, le génome humain et le Y et l'association entre la proximité d'un million vers un génome avec un biodot, avec la sévérité de COVID-19. Donc, si la région a des variantes associées avec la sévérité de COVID-19, il y a des SNP là qui sont essentiellement présents dans une des tours. On peut voir une série de tours pics qui sont associés avec la sévérité qui sont des marqueurs génétiques présents dans le génome de l'hôte. Je veux souligner un sur le chromosome 12, là où on trouve la flèche rouge, qui est un gène qui s'appelle OAS1. Et vous voyez un autre qui est le plus grand sur le chromosome 3.
Et je vais faire référence à ces deux prochainement. Brent Richards, à l'hôpital général, a fait une analyse assez complète de l'OAS1 en utilisant les techniques comme denormalization pour résoudre le rôle de l'OS1 dans la sévérité de COVID-19 et ça a montré qu'un isoforme qui a été hérité de Néandertal qui protège du COVID-19. Et ces données génétiques ont été substantiées par les données, le fait que nous avons mesuré OAS1. Sur cette diapo, vous verrez la protection offerte par OAS1. Donc, l'axe X montre le risque d'avoir un COVID sérieuse avec une déviation à 1 de OS1 niveau dans le sang. Et vous voyez ici le OS1, le niveau associé avec moins de susceptibilité de COVID-19 en bleu et moins de risque d'hospitalisation, ça c'est en mauve, et un marqueur d'avoir un COVID sérieux avec en rouge. Et des avenues de recherche de sévérité de COVID-19. Le troisième vignette vient d'une analyse détaillée de marqueurs de chromosome 3. Vous vous rappelez, c'est la tour de Manhattan la plus élevée, la plus grande, et ce marqueur-là est assez prévalent avec le Genome Host Initiative. Ils ont regardé quel est le risque d'avoir un COVID sérieux, grave, aux porteurs de ce marqueur comparé avec ceux qui ne portent pas. À gauche, sur l'axe X, vous avez le temps en jours depuis l'admission à l'hôpital. Vous avez un grand nombre de personnes qui portent ce variant ou d'autres qui n'ont pas en jaune. Comme vous voyez, c'est courant dans la population. 1400 sur un total de... Sur l'axe I, vous voyez, des personnes gardent ce variant. Jusqu'à 40% risque élevé d'avoir un COVID grave. Ça, c'est très prononcé pour un variant assez courant. Et la contribution de ces variants aux autres facteurs de risque connus pour avoir un COVID grave est montrée pour les gens en dessous, âgés de moins de 60 ans. Les personnes qui portent ce variant ont un risque élevé d'avoir un COVID sérieux. Le quatrième vignette est quelque chose fait par l'Université de Montréal, La Rochelle. Daniel Kaufman. Ce qu'ils ont fait, publié dans JCI, ils ont pris des échantillons collectés du COVID Biobank et ils ont fait des analyses finement détaillées de l'immunité développée par les personnes dans la présence du virus. Ça a été publié, encore une fois, récemment. Le cinquième vignette nous vient du Proteomic Analysis en Mount Sinai, New York. La question posée, est-ce qu'on peut prédire le risque quand on incorpore ces ensembles de données? Pour ce faire, ils ont utilisé un qui venait de l'Université de Montréal. Ils ont mis ces 400 patients dans deux groupes avec un COVID critique et puis un modèle par lequel ils ont testé
la valeur prédite d'un modèle dérivé de SomaScan, SomaLogy, comparé avec le point de départ. Ils ont limité les protéines à 92 dans un ensemble, dans Mount Sinai, qui est essentiellement la même technologie. Le résultat de ces analyses se montre ici, oui à gauche, la performance de ce test pour Severe COVID et le COVID critique en rouge. Il n'y a pas d'incorporation de données protéomiques. C'est 92 marqueurs. Le message ici, c'est on voit une prédiction beaucoup plus augmentée avec ces 92 marqueurs identifiés. Pour rentrer sur le thème d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a appris? Je crois qu'on a appris beaucoup. Je crois que COVID, c'est une leçon dans l'humilité. Tout le monde pense, tout ce qu'on pensait sur le COVID a eu tort. Je crois qu'il faut rester conscient de toutes ces complexités-là. Hein? Je crois que le COVID a finalement été plus complexe de même ce que je croyais moi et ça nécessite une approche multidimensionnelle. Et je crois que l'approche que nous faisons est probablement utile afin d'aborder toutes ces questions, des grands nombres et des collaborations. C'est pour ça que nous sommes très ravis d'être faire partie des collaborations au niveau national avec GenComed, au niveau international avec Mount Sinai et avec HGI. Je crois que le besoin d'être préparé, c'est critique. On l'a dit avant, mais je crois que c'est utile de rappeler à tous. J'aimerais aussi dire que les choses sont physiques. On aurait pu, dans 10 jours, le Biomed, démontrer la capacité de travailler ensemble depuis 5 universités. Nous voulons continuer ces efforts. Quand je regarde John Bale, je crois qu'on peut faire des choses dans le secteur privé. 2 choses plus. Ces données sont disponibles pour les chercheurs qui nous écoutent à ces présentations aujourd'hui. Pour regarder le site web, c'est comme ça, les chercheurs peuvent accéder à ces échantillons et données. Et bien évidemment, je souhaite finir en remerciant les plus de 300 personnes qui travaillent très dur de mettre en place cette structure, mais aussi les participants. Je veux remercier à Miguel et la Santé d'Agence publique du Canada qui ont été géniaux pour nous soutenir au Québec et le Fonds de recherche du Québec en santé. Et le conseil scientifique aussi. Merci beaucoup pour votre attention. Merci, Dr. Mousser. Comme vous dites, en termes de leçons appris aux présentateurs qui restent toujours avec nous virtuellement, nous ont enseigné comment le travail en équipe et la collaboration et une énorme quantité de travail dur et le monde qui s'écoule autour de nous, ça a été vraiment un effort énorme de la part de votre équipe et de la part de l'équipe de Sharon afin de mettre ensemble ces structures. Nous avons un peu de temps pour des questions. Dr. Peacock, comment est-ce que vous organisez des rapports sur le COVID qui ont un impact partout dans le monde? Le modèle sur la synthèse de disciplines multiples, la clarté et la rapidité. Comment est-ce que l'équipe réussit à avoir ça? Je dois dire que je ne peux pas dire que c'est moi qui fais ça, mais il y a une grande équipe qui met ensemble toutes ces informations. Je dirais oui que l'expertise était déjà présente dans la santé publique d'Angleterre. Ils faisaient toujours un scanning pour les autres pathogènes et nous avons gardé et nous avons pris à partir de cette expertise-là. Je crois que c'est un signal de ce qui est capable une bonne agence de santé publique et les outils dont ils disposent. Donc, je crois
Il n'y a pas une réponse toute courte, mais ça a grandi avec le temps en prenant de l'expertise existante déjà et les académiques qui restent sur les groupes des données afin de voir ce qui se passe. Et donc, c'est un effort d'équipe et la collaboration et de prendre à partir des choses que vous avez à votre disposition. Il y a des particularités avec Québec par rapport à la vaccination, de l'espace entre les vaccins. Est-ce que vous avez des perspectives sur ces enjeux dans vos études que vous pourriez nous aider à clarifier? Merci pour cette question. Nous enregistrons dans le questionnaire le type de vaccin que les gens ont reçu. Et nous allons incorporer ces informations-là. Ce qu'on aimerait faire, c'est de faire un suivi plus longtemps avec nos participants. Je crois qu'on va regarder de près des initiatives aussi du groupe d'études pour vraiment évaluer les bénéfices à longue durée pour nous. Ça a été mentionné à partir d'Israël, c'est critique. Et nous aimerions vraiment avoir ce type d'analyse de phénotype profonde avec nos participants. Pourriez-vous passer les nuts and bolts de quelque chose comme ça, qu'on pourrait avoir les basiques d'avoir ce trésor d'échantillons? Premièrement, visitez notre site web. Ça va décrire précisément ce qui est disponible et quel est le processus d'accéder à ces échantillons. Nous avons un comité d'accès par Philippe Després à Québec. C'est à portée de bras. Nous n'avons pas un contact direct. Et il a un comité en place qui évalue. On tente d'être diligent et réactif, mais il faut être extrêmement prudent sur la façon qu'on va utiliser ces données-là. C'est des données très confidentielles parce qu'il y a des données génomiques. Donc, il faut s'assurer que les personnes ont des standards plus élevés, qu'ils ont leur approbation IRB et qu'ensuite, nous pourrons préparer les ensembles de données une fois qu'on avait signé nous reconnaissons cela. C'est un peu malheureux parce que surtout pour les scientifiques qui veulent vraiment aborder leurs questions. Mais je crois qu'il y a des étapes dans ces zones-là pour la protection de priorité. Une question pour les deux. Pour faire des réflexions sur la grande, vaste quantité de données, les données virales, génome, protéomiques et immunologiques, pourriez-vous l'intégrer? Comment voyez-vous l'équilibre des choses? C'est pour Dr. Peacock qui peut commencer, ensuite Dr. Mousser. Je dirais que nous sommes tout au début d'une phase d'exploration afin de mettre ensemble les ensembles de données. Je crois que c'est possible maintenant. Certainement, dans le Royaume-Uni, on met beaucoup de données par territoire. Analyse, d'utiliser le machine learning. Et la première question, c'est ce genre de source de données multi, quelqu'un va faire pas très bien quand il développe le COVID-19 et ils sont admis à l'hôpital. Il va falloir prédire les résultats à partir du COVID-19 de façon plus nuancée que présentement et donner des traitements additionnels aux personnes, des antiviraux, etc., etc. Je crois qu'il faut stratifier les patients. Je ne crois pas que ça soit facile, mais je crois que nous commençons une vague nouvelle de COVID et d'innovation et de découverte scientifique. Donc, c'est assez passionnant. Dr. Mousser, je suis totalement d'accord avec ce que Sharon disait. Je crois qu'on rentre dans des ensembles de données assez complexes
Ça va être essentiel, mais il faut développer les outils afin de les analyser. Il faut être, je crois que le GEO Principle, il faut être junk in, junk out. Les données doivent être de bonne qualité. Ça peut être trompeur. Et l'autre, c'est réplication. C'est pour ça que c'est important pour nous d'envisager des collaborations avec vous au Royaume-Uni. Si ce n'est pas répliqué, il y a une possibilité que ce n'est pas la vérité. Hein? Merci à nos présentateurs. Nous finissons la séance 3. Vous pouvez nous joindre à 13 heures. Je vous souhaite un très bon appétit virtuel.